c'est la colère des agriculteurs français qui se fait une nouvelle fois entendre. Il faut les entendre, bien sûr. Il faut essayer aussi de comprendre, ce qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas tous les éléments. J'observe ce matin, par exemple, qu'il y a un manifeste vétérinaire en faveur d'un changement de stratégie sanitaire contre la DNCB. Et la DNCB, je le rappelle, c'est la dermatose nodulaire contagieuse. Et la politique française de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine a reposé sur une combinaison de vaccination de zone et d'abattage totaux des foyers identifiés. Sa mise en œuvre soulève aujourd'hui des questions majeures de proportionnalité, d'efficacité épidémiologique et de soutenabilité socio-économique. Eugénie Bastier, ça s'entend. Oui, bien sûr, mais si j'ai bien compris, c'est pas une norme française, d'ailleurs c'est une norme européenne. Mais comme toujours. Voilà, j'ai l'impression que c'est en fait, c'est toujours la même chose. C'est l'Europe. Oui. C'est l'Europe qui, en gros, sans doute a fait n'importe quoi, comme sur tant de domaines. Mais si j'ai bien compris... et nous, on est obligés de faire ça. Si j'ai bien compris, l'alternative à l'abattage, c'est la vaccination généralisée, mais si vous vaccinez l'ensemble du territoire, vous êtes plus déclaré indemne, vous ne pouvez plus exporter votre viande. Bien sûr. C'est une norme européenne, donc il faudrait peut-être la changer, évidemment. Mais je comprends les agriculteurs qui sont accablés de normes et leur colère. Après, il y a un coût bénéfice-risque à estimer. J'écoute aussi les experts qui nous disent que ça vaut plus le coup d'abattre 3000 bêtes sur 150 millions que de vacciner 150 millions de bêtes, ça coûte très très cher. Je suis partagé sur ce sujet parce que... Je vous répète, je suis bien incapable de vous dire quelle est la meilleure solution. Je me méfie de ces gens-là de manière XXL qui, dans tous les domaines, de l'électricité jusqu'à l'agriculture, font n'importe quoi. Voilà. C'est tout. Et que l'Europe est un drame. Ils en ont réussi à nous dégoûter de l'Europe. Ils ont réussi à nous dégoûter de l'Union européenne, alors que quand on avait 25 ans, on était tous des pro-européens. Parce qu'ils ont pris le pouvoir, c'est les petits hommes gris. Eh bien, faut entendre ce que disent les manifestants et les agriculteurs. Joseph Massescaron. Le problème, c'est que vous avez exactement mis le point là-dessus, c'est que, en fait, une vache sur un tableau XL, ça se voit pas. On ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que les agriculteurs, les éleveurs qui passent leur temps, alors eux, c'est pas 15 heures par jour, comme 15 heures par semaine, comme le dit Émeric Caron, mais c'est tout le temps. C'est-à-dire même, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, ils sont là, etc. Pour eux, un animal comme une vache, c'est pas un outil. C'est quelque chose qui est concret. Et c'est ça ce que, justement, les gens de Bruxelles n'arrivent pas du tout à comprendre. J'ajoute qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont totalement paradoxaux. Quand il y a des troupeaux qui sont vaccinés, il suffit qu'une personne, en effet, soit atteinte du virus pour que tout le troupeau, même vacciné, soit abattu. Donc, il y a quand même vraiment un certain nombre de problèmes. Ça pose des questions sur la mondialisation, bien sûr, évidemment. C'est évident. Tout ça, évidemment, ça, c'est totalement anéanti parce que la seule chose qui compte, c'est, voilà, vous regardez rationnellement l'abattage, hop, les vaches, voilà. Alors que c'est un animal, quoi. Alors, en plus, les défenseurs de la cause animale, je ne les entends pas, là. Non. J'attends. On les entend pas, là. C'est pour ça que j'ai parlé de M. Caron. J'attends justement les protestations de M. Caron. Ah oui, non, là, on les entend pas. Non. Lui, dès qu'il y a un moustique écrasé, donc il se relève, mais là, franchement... Bien sûr, mais c'est bon. Pascal, moi je suis pas... En fait, pardonnez-moi, il faudrait juste tout remettre à plat. Oui. Tout remettre à plat. C'est l'illustration parfaite. Mais c'est absolument impossible. On est parti dans des délires sur tous les sujets. Et la fameuse expression que j'emploie, on ouvre le capot. C'est-à-dire que sur tous les sujets, tu t'aperçois que c'est Bruxelles qui impose d'abattre tout le troupeau et tu t'en aperçois pourquoi ? Parce qu'il y a cette maladie contagieuse, autrement tu ne le saurais pas. Donc il y en a marre, en fait. Il y en a ras-le-bol. Comment est-ce qu'on va changer ? Est-ce qu'il faut mettre tout à plat ? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives ? Enfin, il faut aussi se poser cette question. Il y en a. Oui, mais c'est pas à des gens qui n'ont jamais vu une vache de leur vie de décider ce qu'on doit faire. Enfin, le pouvoir, il est dans la technostructure depuis trop d'années. Enfin, Eugénie. Et vous avez des politiques qui sont impuissants. Et c'est invraisemblable. Et tout est comme ça. Tu prends n'importe quel sujet. Je parle de la médecine sans arrêt, les gosses de médecine sont obligés d'aller en Roumanie faire leurs études. Pascal, je voudrais quand même apporter un peu de nuance. En fait. La FNSEA, qui est un syndicat agricole qui connaît les vaches... Oui, d'accord. Écoutez, non, mais c'est normal, pardon, juste une chose. Eugénie a raison, mais... Non, mais... Pardon, la FNSEA, ce sont des céréaliers.
Ce ne sont pas des éleveurs. Voilà, ils ont c'est pas tout. En fait, la FNSEA, c'est... Et pour eux, les exportations, la mondialisation, c'est important. C'est parfois comme le MEDEF. Les MEDEF, pour les vaches, Non, c'est mais c'est le important, premier l'exportation. syndicat On agricole exporte énormément même, de il faut le rappeler. Non, Et après, ce n'est pas évident. Ce non. qu'on a construit en 30 ans est une catastrophe avec l'Union européenne. Voilà. Ça, c'est la règle. Oui, mais sur la question de fond. Éric Revel. Moi, je suis pas d'accord avec, Il y en a marre. votre conclusion. Vous dites on peut taper sur les agriculteurs, ils bougeront pas. Mais vous le savez bien. Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que l'état de fracturation, l'état de l'agriculture française est tel que cette étincelle C'est dans des mâles l'Ardèche, blancs. C'est des mâles blancs, oui, les mais ça, agriculteurs. les On peut taper agriculteurs, dessus sur les mâles blancs. agriculteurs Il y a pas de souci. Leur colère peut déboucher sur bien d'autres choses. Je suis bien Méfiez-vous. d'accord avec vous, mais on peut leur taper dessus. Et juste, le principe de précaution qu'on a mis dans la Constitution sous Jacques Chirac, vous en avez parlé dans votre édito, et vous avez raison, parce qu'il y a les transpositions des directives européennes, et il y a ce qu'on s'est imposé à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est rentré quand même dans une ère hygiéniste, où nous, en tant que consommateurs, on veut un maximum de sécurité sur ce qu'on mange. Et au nom de ce principe de précaution, on bloque aussi l'économie et l'agriculture. Vous savez que pour la première fois depuis 50 ans, l'agroalimentaire française va être en déficit. Oui, déficit. C'est-à-dire qu'on importe plus de Éric céréales, de viande, de légumes, de fruits, de poissons qu'il y a 50 ans. On est en déficit en plus. On a une agriculture qui se meurt et on en rajoute. Alors, deux ou trois réactions avant de donner la parole à Georges Fenech. Deux ou trois réactions. D'abord, je crois que Laurent Nunez a pris la parole ce matin, le ministre de l'Intérieur, et je vous propose peut-être de l'écouter. Il y avait évidemment des agriculteurs, des éleveurs, et puis on avait aussi quelques dizaines de militants de la mouvance ultra-gauche qui ont été très en pointe pour empêcher les forces de l'ordre d'accéder à cette exploitation. Il y a eu des interpellations. En utilisant beaucoup de moyens d'obstruction, des barrages, des mises à feu, et puis surtout des prises à partie des forces de sécurité intérieure qui nous ont obligés évidemment à intervenir. Il y a eu des interpellations. Il y a eu 4 interpellations, oui. 4 interpellations. Puis tout ça va dans un écosystème. Moi, je lisais hier soir, parce qu'en préparant le sujet, tu retrouves des choses. Par exemple, la Cour des comptes a préconisé l'abattage des bovins pour réduire l'empreinte carbone. C'était en 2023. Mais oui. Donc, Ça, tout c'est ça, mais voilà, tout ça, et c'est le même écho. Je me demande de quoi se mêle la Cour des comptes, d'imaginer M. Moscovici qui en est rendu. Non, mais je parce que ça veux juste dire, Pascal, ça peut avoir ce que je veux dire, Pascal, c'est que ça n'a pas d'enjeu sur la santé de l'homme. Eugénie Ça n'a pas d'enjeu sur la santé de l'homme, cette maladie, on est d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Donc l'abattage s'explique uniquement par un souci de garder un label pour pouvoir exporter. Voilà. C'est aussi toute une filière que si on ne peut plus exporter de viande, ça met en l'air toute une Non, mais filière. il y a une nouvelle fois dans cette affaire. mais il y a tout. c'est des- Quand je vous dis on peut taper sur les paysans, c'est des mâles blancs, c'est une vérité. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Juste sur les c'est- exportations. Voilà, ça, il n'y a pardon. pas de souci. Juste sur les Mais en exportations. revanche, on prend des gants parfois pour d'autres territoires de la région. Juste sur les exportations, c'est-à-dire que cette maladie nous vient d'Italie. Elle est clairement identifiée venant d'Italie, plus particulièrement de Sardaigne. Bien. Eh bien, jusqu'à présent, les Italiens refusaient, alors ça va être c'est en train de changer, les exportations, nos exportations à nous. Alors que les exportations à eux, on les a acceptées. Donc ils refusaient l'importation de nos vaches vaccinées. C'est quand même paradoxal. Je voulais vous montrer un tweet de Philippe de Villiers, qui sera d'ailleurs ce soir, j'imagine qu'il en parlera, avec Elliot Deval et avec Geoffroy Lejeune. Et j'ai vu ce tweet qu'il a produit. Ah, nous ne l'avons pas, le tweet de Philippe de Villiers. Pourquoi nous ne l'avons pas? Donc je vais vous le lire. Pourquoi nous ne l'avons pas? Je vais vous le lire, c'est pas très grave. Et ce qu'il a dit, Philippe de Villiers, il a dit « La France est en train de liquider son agriculture, le symbole est fort, il est même épouvantable. On s'apprête à sacrifier la viande française dont chacun connaît des exigences de qualité et de précaution pour faire entrer de la viande argentine via le Mercosur. » Oui, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet pour Ça, c'est le rester. vrai sujet. Pascal, Ça, c'est le vrai Mais sujet. pardonnez-moi, On peut y venir. le Mercosur, là encore, Emmanuel Macron nous l'a fait à l'envers. Oui, mais on va y venir. Voilà. Mais C'est tout. Sur le sujet de C'est-à-dire que cette ces gens-là, maladie. Ils sont en train de tuer l'agriculture française depuis des années. Pascal, sur le sujet Jacques Sorel. spécifique de cette maladie, que disent globalement les vétérinaires? Si cette maladie se propage à l'échelle du pays, c'est 5 à 10% du cheptel français qui meurt tout simplement. Vous allez me dire 5 à 10%, c'est rien, mais ça représente 1 à 2 millions de bovins. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il ne faut pas un principe de précaution? Oui, de tuer ces animaux localement, ou est-ce qu'on prend le risque à l'échelle d'un pays que cette maladie se propage? C'est une vraie question de fond. Je suis personne pour y répondre. Moi, je ne peux pas y répondre, mais je me méfie des sous-textes. Quand je découvre que la Cour des comptes a demandé
l'abattage des bovins, je me dis, ils nous la font encore à l'envers. Parce que ça a des conséquences économiques si ça prend cette ampleur-là. Je vais vous dire, j'ai une défiance totale, surtout aujourd'hui, de ce que fait l'État. Donc voilà. Donc j'ai découvert ça hier, je ne le savais pas. La Cour des comptes a dit, faut abattre les bovins. 2 ans plus tard, cette maladie existe et on dit, faut abattre le cheptel. Je me dis, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet ? Non. Je pose la question, comme dirait je ne sais plus qui. Je pose la question. Après, vous parliez du Mercosur. Philippe de Villiers, voilà ce qu'il a dit sur le Mercosur. Sur le Mercosur. Là, évidemment. C'est 2 sujets différents parce que c'est un autre sujet. Mais c'est le malaise. C'est lié. Pourquoi c'est lié ? C'est lié parce qu'en réalité, la viande argentine qui va rentrer grâce au traité du Mercosur va rentrer avec des normes qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'on pousse les agriculteurs français à respecter les normes. Alors on explique que le traité du Mercosur, on va mettre en place ce qu'on appelle les clauses miroirs. C'est-à-dire que non, ils auront les mêmes normes que nous, ce qui est faux, qu'on va essayer de vérifier, ce qui est faux aussi, parce qu'en réalité, toute cette viande, tous ces produits qui vont rentrer, signés par Madame von der Leyen au nom de l'Europe au Chili il y a quelques mois. Voilà. Et le président de la République, vous avez raison de le rappeler, avait dit on ne signera jamais en l'état. Madame Genevard, à l'époque, était montée pour dire c'est inadmissible de signer ce traité. Elle était rentrée en collusion verbale totale avec le président de la République. Les agriculteurs français ont besoin de savoir si on va continuer à tuer l'agriculture française en signant des traités de libre-échange. Il y en a qui ont été bénéfiques à l'agriculture française. Je pense au traité avec le Canada. Mais celui-ci, le Mercosur, c'est un vrai changement. C'est un vrai changement. On importe la moitié de nos fruits et légumes. On importe 59% de notre viande bovine. Donc on va continuer en fait à désertifier l'agriculture française au profit de produits qui vont rentrer. Et puisqu'on est dans une ère hygiéniste, le consommateur que vous êtes, que je suis, il est certain que la viande qu'il va manger aura les mêmes caractéristiques sanitaires ? Non. Ben ça, il faut que le gouvernement se positionne sur le sujet. Et j'ai envoyé, je disais ce matin à Marine Lançon, et je pense qu'elle elle va vous montrer, effectivement, je crois que c'est Frontières qui a publié ce tweet ce matin, qui souligne que dans Paris, est-ce qu'on a le tweet, Marine, ce matin de Frontières ? Est-ce qu'on l'a ou pas ? Non, elle ne l'a pas. Bon, on vend de la viande comme cela à Château-Rouge. Oui, sur les trottoirs. De la viande de sur les trottoirs. Donc, en France. Oui. Donc, et là, il n'y a pas de contrôle hygiénique. Oui, il n'y a pas de contrôle, effectivement. Ça voulait dire par rapport à ce qu'a dit Eric Revel. Et c'est la publication Frontières qui a mis ça en ligne. Je fais parfaitement le lien, effectivement, entre l'abandon de notre agriculture avec le Mercosur et ce qui est en train de se passer. Donc là, nous avons floué les agriculteurs. Le président n'a pas tenu ses engagements, pas plus que, souvenez-vous, Gabriel Attal sur une botte de foin en train de promettre je ne sais quoi. Aucun engagement n'a été tenu et cette colère va monter. Elle va monter. Et ils vont monter. Comme souvenez-vous, quand ils étaient montés à Rungis, ils se sont retrouvés en garde à vue. Parce qu'effectivement, on sait arrêter les agriculteurs, vous vous en souvenez. Donc je pense qu'on assiste sans doute à un début de révolte agricole, quoi. Non mais... moi, je comprends parfaitement le ras-le-bol des agriculteurs. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase face à une soviétisation de l'agriculture. Mais dans ce cas, moi, je pense que l'abattage, malheureusement, il est justifié. Regardez ce qui se passe en Tunisie. En Tunisie, ils n'ont pas fait d'abattage préventif. Et ben, c'était une hécatombe. C'est une hécatombe. Les éleveurs tunisiens sont face à une hécatombe de vaches dans leur pays. Et c'est douloureux. Et je comprends les agriculteurs. Mais le risque, c'est d'une généralisation de cette maladie partout sur le territoire. Ils ont des solutions alternatives. Écoutez, moi, j'ai le manifeste vétérinaire. La vaccination de 18 millions de bêtes, ça prendra beaucoup trop de temps. Le temps qu'on vaccine toutes les bêtes, la maladie se sera répandue. Eugénie, le droit européen confère aux États membres la capacité, mais pas l'obligation de recourir à des mesures d'abattage dans la gestion des maladies animales de catégorie A. Mais c'est quoi l'alternative ? C'est de vacciner, ça prend trop de temps. Ils ont le droit d'adapter ces mesures selon leur proportionnalité, l'analyse coût-bénéfice et le contexte épidémiologique. Donc, regardez ce qui se passe en Tunisie. Enfin, c'est pas le même niveau. Je compare pas exactement quand même le niveau sanitaire de la France avec d'autres pays. C'est une épidémie, ça se répand par des insectes, des mouches. Vous pouvez pas enfermer les vaches à clé. Le coût financier disproportionné pour un impact limité dans les conséquences économiques, c'est le manifeste vétérinaire, le délai d'un... Mais de toute façon, tout le monde se fout des paysans. Voilà, c'est ça la vérité. Et vous le savez bien, dans l'espace médiatique, les pays... Mais écoutez, il y a des catégories qui sont très maltraitées dans l'espace médiatique. Et les paysans en font partie. Voilà, c'est des mâles blancs, c'est des ringards, c'est des ploucs, on les traite n'importe comment. C'est ça la vérité, vous le savez bien. Il y a d'autres catégories sociales qui sont infiniment mieux traitées.
C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas les citer, mais il y a des gens où on entend leurs difficultés. Leur niveau de retraite, on entend leurs difficultés. C'est difficile pour eux. Ils viennent parfois de pays lointains. Il faut les entendre, etc. Les paysans, on s'en fout. Bon, d'accord. Et c'est pas nouveau. Donc je peux entendre leur colère. Et j'ai vu écoutez les images, on va voir le sujet, j'ai vu les hélicoptères balancer hier. Et des blindés qui avancent état de guerre. aux agriculteurs. État de guerre. État de guerre. Regardez, on a l'impression que c'est l'état de guerre. Non mais enfin écoutez, et tant mieux parce qu'on réclame souvent de la fermeté. Oui, mais d'une certaine manière, faut être ferme. Moi, je fais confiance aux autorités de l'État. Je m'aperçois que c'est à géométrie variable. Manifestement, c'est à géométrie variable. Qu'on aille à Marseille lutter contre le narcotrafiquant, ça me paraît infiniment plus grave que les paysans qui veulent défendre simplement leur territoire, leur terre et leur agriculture. Le français. Exactement. Eh oui. Donc voyons, si vous le voulez bien, le sujet de Jean-Luc Thomas. Des tirs de grenades lacrymogènes et assourdissantes pour disperser des agriculteurs en colère. Certains mettent le feu à des bottes de foin pour tenter de bloquer l'avancée des gendarmes. Les forces de l'ordre chargent les manifestants qui refusent l'abattage d'un troupeau de vaches dans une ferme du village des Bordes-sur-Arize après la découverte d'un cas de dermatose nodulaire. Les gendarmes avancent, quitte à écraser les agriculteurs sur le passage et quitte aussi à les gazer sans sommation, sans rien. Sur ces images, un agriculteur blessé a du mal à se relever, un autre a la main en sang. Je suis français, j'aime la France, voilà, je suis sur la terre française, je défends mon pays, je défends ma région et je me fais balancer les grenades sur la gueule, voilà ce qui s'est passé. Depuis mercredi matin et l'annonce d'un cas de dermatose bovine dans cet élevage, plusieurs centaines d'agriculteurs sont rassemblés pour bloquer l'accès aux services vétérinaires, chargés d'euthanasier 207 blondes d'Aquitaine. Mais selon les autorités, l'abattage est la seule méthode efficace pour éviter que la maladie ne se diffuse dans l'ensemble du cheptel français. La seule solution à court terme, promue par les scientifiques, était celle de l'abattage total. Celle que depuis le début, nous avons supportée, même si elle pose beaucoup de questions. Et j'ai entendu les demandes fortes du réseau d'étendre la zone vaccinale pour protéger les troupeaux. Et nous avons formulé aujourd'hui auprès de la ministre de l'Agriculture une demande d'une extension de la zone vaccinale au-delà des zones réglementées. Le préfet annonce que l'abattage se fera dès que possible, puis une campagne de vaccination sera lancée dans le département. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On a des images en direct quand même qu'on peut voir et je crois qu'on les a, ces images. Et vous regardez, alors je le dis également pour nos amis d'Europe 1, on voit effectivement des agriculteurs qui sont réunis pour... Des bonnets jaunes. Comment ? Bonnets jaunes. Des bonnets jaunes. Voilà, la coordination rurale. Ça, et qui vont... les symboles ont du sens aussi. Oui, qui vont réfléchir évidemment à la suite à donner à cela. Mais c'est vrai qu'il faut être extrêmement vigilant parce que ce que vous avez dit est juste, c'est le patrimoine de France, c'est l'histoire de France et c'est encore une histoire de France qu'on veut malmener. C'est une filière qui fait c'est une très belle filière. C'est une très belle filière française. Faut le dire, je crois que c'est 1 milliard de business par an. Enfin, c'est énorme. Et je veux dire que les abattages ont toujours existé. Ça a été pratiqué depuis une quarantaine d'années. Là, s'il y a un ras-le-bol, c'est significatif aussi d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase et des agriculteurs qui n'en peuvent plus effectivement de normes. Donc c'est pas, moi je prendrais pas ce sujet-là. Est-ce qu'ils ont raison ou tort sur ce sujet-là en particulier ? Ça s'accumule en fait. C'est un rejet des normes qui s'accumulent et qui crée un ras-le-bol. Et je pense que ce genre d'événement va se multiplier dans la société française. C'est-à-dire qu'il y a un tel ras-le-bol des normes que même les normes qui sont justifiées et qui sont légitimes vont finir par être rejetées parce que les gens en ont marre de cet excès de normes. Voilà. Il faut comprendre. Parfois, il y a des normes qui sont légitimes. Donald Trump est arrivé, il a fait un trait de plume sur je ne sais combien de normes. Oui. Voilà. Il y a des normes qui sont justifiées parfois aussi, Pascal, il faut le dire. Mais il y en a sûrement qui sont justifiées. Il y a 50 ans, il y en avait sans doute 1000 fois moins. Ça nous coûte un point de croissance. Voilà, 1000 fois moins. L'excès de normes. Vous voulez mais c'est insupportable, d'ailleurs, ces normes. C'est toujours la même chose. La technostructure a pris le pouvoir. Elle s'est fabriquée pour elle-même des postes pour eux qui ne servent à rien. Ils ont fait des études, fallait trouver des postes qui correspondent à leurs études. Ils ont inventé des agences, des autorités indépendantes, mon cul sur la commode. Et c'est un système global où aujourd'hui tu ne peux rien faire avec des gens qui sont payés des blindes et qui ne servent à rien. Voilà.
C'est assez... on peut le dire comme ça. Les 13 autorités indépendantes, vous faites un trait de plume demain, ça ne change rien. Et puis c'est exactement la solution de Milei en Argentine. Tu pars à la tronçonneuse et t'enlèves tout ça. Toute l'administration, tu ne gardes que l'essentiel. Crois-moi, et on va faire des économies. Hein. Et ça marchera mieux. Tu encourages les chefs d'entreprise. Il y a un papier ce matin, je crois que c'est dans le Parisien, les chefs d'entreprise qui s'en vont. Bah, évidemment. Parce que tu veux monter une entreprise, tu croules sous les normes. Les grandes entreprises. Il y a une norme d'identifier en gros en France 300 à 400 000. Oui, c'est ça. 300 à 400 000 normes. Sur les capacités de production, les chefs d'entreprise ils se barrent pour une raison très simple. C'est qu'il y a tellement d'empilement administratif de normes à respecter. Le patron de la stratégie d'Airbus le disait. Je préfère construire une capacité de production d'Airbus en Espagne, en Italie, en Allemagne qu'en France. Parce qu'en France, ça va prendre 3 ans, 4 ans avant qu'on évacue toutes les normes. Puis la logique bureaucratique, vous avez raison, plus vous avez de normes, plus il faut d'agences pour contrôler les normes, et plus il faut créer des emplois dans ces agences pour contrôler les normes que d'autres ont créées. Non mais... Jean-Luc Mélenchon a fait un petit tweet il y a quelques instants, me dit Marine Lançon. Donc on peut voir peut-être ce tweet avant la pause. Quelle incroyable violence a encore été déployée aujourd'hui au-delà de la tombée du jour contre les paysans qui refusent l'abattage de leurs troupeaux entiers en cas de contamination d'une bête. Pour une fois que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon dit il y a du soleil, de toute façon là il est en train de se recentrer. Il fait la campagne. Ça c'est la campagne présidentielle à deuxième étage de la mais il y a une page complète dans le Parisien. Une page complète sur des patrons, ils vont au Portugal, ils vont en Italie, d'autres vont à Dubaï, parce que les gens, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. La réforme de l'État, c'est le problème numéro 1 en France. Et Emmanuel Macron ne l'a pas faite. C'est le problème numéro 1, et la dépendance de l'Union européenne. Alors évidemment, j'admets que de temps en temps, je peux être un peu caricatural. Oui, mais bien sûr, je sais tout ça. Mais si on n'attaque pas le problème comme ça, rien ne bouge. Donc, oui, mais je suis totalement d'accord avec vous. Réforme de l'État. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous, Pascal. Mais il y a aussi, faut aussi interroger les Français. Il y a des Français qui demandent aussi des normes. C'est-à-dire quand vous avez vu quand il y a eu la loi sur l'acétamipride, sur l'autorisation de ce pesticide, vous avez eu des millions de gens qui ont signé une pétition pour demander le retrait de cette loi. Donc il y a aussi des gens enfin les principes de précaution, il est demandé aussi par une partie de la population qui veut être protégée à tout prix. Bah oui. Bon, écoutez, il faut interroger aussi les Français. En tout cas, exactement. essayons de faire bouger les choses sur la réforme de l'État. Et ça me paraît pas de droite ou de gauche la réforme de l'État. C'est pour nous tous. Bon courage. C'est comme ça qu'on pourra peut-être s'attaquer aux dépenses. Ça va, Georges Fenech? Je vous ai entendu hier sur Europe 1, vous avez annoncé que vous alliez vous marier. Mais bien sûr. Vous avez rencontré quelqu'un il y a 8 jours et vous vous mariez. Arrêtez. C'est ce que vous avez dit. Vous l'avez rencontré il y a combien de temps, votre fiancé? L'amour n'attend pas. L'amour l'amour n'attend pas avec vous, l'amour est rapide. Vous avez dîné avec votre fiancée, c'est ce qu'elle nous disait, elle s'appelle Amélie. Exactement. Vous avez dîné avec elle il y a 10 jours. On va tout savoir. Hier soir, vous nous avez raconté ça à Europe 1. C'est vous qui avez voulu savoir. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Mais moi, l'amour, quand l'amour frappe, je suis content. Oui, mais on est très heureux. Donc, comment vous avez dîné avec elle il y a 10 jours. Oui. Elle a emménagé il y a 9 jours. Oui. Et vous vous mariez en mars. Oui, et tout va bien. Non, c'est rapide quand même. Écoutez. Non, elle était avocate, elle habitait Nice. Elle est notaire, elle habite Paris maintenant. Elle a changé de métier, de ville, d'homme en 10 jours. De toute façon, vous serez invité. Écoutez, j'espère.